donc avec une vidéo qui n'était pas prévue dans ce que j'avais annoncé, mais qui me tient très à cœur, donc j'espère que vous la regarderez en entier et avec beaucoup d'attention. Moi j'écouterai avec beaucoup d'attention, enfin je lirai avec beaucoup d'attention vos réactions et vos questions si vous en avez. Donc cette vidéo, en fait, j'ai eu l'idée de la faire en regardant une vidéo d'une autre chaîne YouTube, qui est la meilleure chaîne YouTube sur le catch que vous puissiez trouver en français, ça s'appelle C'est ça le catch. Et la vidéo en question, c'était la vidéo qui s'appelle Catch au comptoir, le réalisme. Où en fait, donc c'est différents intervenants de cette chaîne qui parlent de catch en buvant des bières. Et à un moment donné, ils abordent le thème du réalisme, de façon pas du tout prévue, donc du coup, voilà, je pense qu'ils n'ont pas forcément été au fond du sujet ni rien, mais moi je me suis retrouvé assez d'accord avec fondamentalement ce qu'ils disaient, mais pas forcément avec certains petits trucs, et surtout ça m'a inspiré pour d'autres. En fait, au début, je voulais écrire une réaction à cette vidéo, et puis ça m'a inspiré sur plein d'autres trucs. Je me suis dit, tiens, j'ai plein de trucs à raconter, je vais faire une vidéo là-dessus. Donc ça se veut pas ma vidéo maintenant, une réaction à leur vidéo, mais voilà, ça a déclenché ma vague d'inspiration. Et donc voilà. Voilà. Alors, je vais commencer en disant un truc justement qui les contredit un peu. Bon, si vous voulez voir cette vidéo et revenir me voir après, allez-y, hein, y a pas de souci. Je leur fais un coup de pub au passage, même s'ils n'en ont pas besoin. Donc, moi je voulais commencer en disant un truc, c'est que je considère moi que le réalisme n'est pas du tout, enfin, n'est pas spécialement important dans le catch. Je ne peux pas dire qu'il n'est pas du tout important, mais il n'est pas spécialement important dans le catch. Effectivement, je considère que dans la majeure partie des formes de catch qu'on puisse trouver, il y a des Irish whip par exemple, il y a différents moves. Le Irish whip c'est un bon exemple, c'est la projection dans les cordes, hein, le mec qui part dans les cordes, il revient en courant. C'est pas du tout réaliste, on sait que c'est pas réaliste, mais ça nous gêne pas, parce que c'est admis, et parce que en fait c'est cohérent. En fait c'est pas le réalisme qui est important, c'est le kayfabe. Je parlerai du kayfabe un peu plus en détail tout à l'heure. Un autre exemple du fait que le réalisme c'est pas important, la WWF dans les années 80 elle a ramassé la timbale de tous les territoires NWA, en pratiquant le style de catch le moins réaliste de tous les territoires NWA, à peu de choses près, je pense qu'on peut dire ça. Voilà. Donc on voit bien que le réalisme c'est pas important, en tout cas pour récupérer un grand nombre de fans et générer beaucoup de réactions, etc. globalement. Et bon. Et à la limite, j'irais même jusqu'à dire que le style de catch le très réaliste, le plus réaliste, est pas forcément un style de catch très vendeur et qui plaira même aux gens qui prônent un peu de réalisme. Ça s'appelle le shoot style, ça s'est vu au Japon pendant pas mal d'années, c'est un peu mort aujourd'hui avec l'émergence du MMA, c'est un peu galéré, mais toutes les fédérations UWF, UWF International, UWF Reborn, Pro Wrestling Fujiwara Gumi, Battle Arts, Futen, Inoki Genome aujourd'hui, c'est la seule qui survit. Bon, elle fait 4 shows par an, donc ça vaut pas grand chose. Rims Fighting Network à ses débuts aussi. Tout ça c'était du shoot style au Japon. Ça a bien marché à une époque, mais aujourd'hui ça n'intéresse plus personne, et ça a jamais trop marché aux États-Unis. On voit bien que le trop réaliste, ça crée finalement un style de niche qui va finalement s'aliéner beaucoup de fans, exactement comme si on faisait quelque chose de trop peu réaliste, de trop fantaisiste, comme la Shikara par exemple, où là on s'aliène beaucoup de fans parce que c'est trop peu réaliste. Mais en soi c'est pas gênant, c'est juste qu'ils ont poussé un curseur à fond, un levier à fond, et ils tombent là-dessus. La Shikara, il y a quand même des mecs qui se battent au ralenti, t'en as un, c'est un serpent, il peut hypnotiser les autres, mais par contre s'il y a un charmeur de serpent, il peut le mettre sous son contrôle, enfin c'est quand même des trucs complètement barrés. Mais voilà, mais à la limite, la WWE, on a quand même vu à une époque Kane et Undertaker tirer des éclairs avec leurs mains, hein, ça existe. Hein, donc, bon, les trucs barrés, il y en a un peu partout. Mae Young qui écoute d'une main, bon voilà. Après, si c'est à des fins comiques, pourquoi pas. Hein. Moi franchement, en soi, ça me gêne pas. Tant que, c'est là que je passe à la deuxième catégorie, en fait, ce qui est important, c'est le kayfabe. Donc tant que le kayfabe tient, pour moi, ça fonctionnera. Enfin, moi, je pourrais adhérer en tant que spectateur. Après, j'ai pas de théorie sur qu'est-ce qui est bon ou non pour le catch dans son ensemble, même si je pense sincèrement que la majeure partie des gens sont un peu comme moi, dans le sens où ils veulent regarder le catch au premier degré. Et que peut-être qu'aujourd'hui, la maltraitance du kayfabe, j'ai expliqué ce que c'est que le kayfabe, fait que ça c'est pas trop populaire. Mais ça, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que le kayfabe? Donc le kayfabe, contrairement à ce que certaines personnes... Il y a des gens qui pensent que le kayfabe, c'est le fait de faire croire que le catch c'est vrai. C'est pas ça. Le kayfabe, c'est exactement la même chose que le quatrième mur pour le théâtre ou le cinéma. C'est le fait qu'à l'intérieur de la fiction qu'on a face à nous, tout est fait à l'intérieur de cette fiction, j'insiste sur le à l'intérieur, c'est à l'intérieur de cette fiction, tout est fait comme si c'était réel. Okay, donc les personnages entre eux, c'est pas des acteurs qui se parlent, c'est un personnage, point barre. Et tant que ça tient, tu peux avoir un truc qui est pas du tout réaliste, ça peut fonctionner. Exemple, Star Wars. Star Wars, c'est pas du tout réaliste. T'as des Jedi qui déplacent des objets en utilisant la force, t'as des espèces de Wookiees, enfin les grands singes là qui parlent, t'as des Ewoks, enfin c'est complètement barré quand tu réfléchis 2 secondes. Mais ça marche, parce que ça tient au niveau du quatrième mur.
Par contre, si tout d'un coup tu voyais des perchistes, preneurs de son qui viennent, ou les caméramans, ou tu vois un figurant qui va voir Harrison Ford, et je t'ai kiffé dans Indiana Jones, machin, en pleine scène, là ça marcherait plus. C'est pas que c'est pas réaliste, c'est que ça casse le kayfabe, ça casse le quatrième mur. Le kayfabe c'est l'équivalent pour le catch. Donc ça casserait le quatrième mur. Et qu'est-ce que ça fait? Si ça casse le quatrième mur, ça nous fait sortir du délire. On n'y est plus, on regarde ça à distance, tout d'un coup, on est trop rappelé au fait que c'est pas réel. Et ça nous casse. Et donc, ça casse, je sors un terme que j'avais étudié en littérature quand j'étais à la fac et que j'ai retrouvé dans un livre sur le catch il y a pas longtemps. Ça casse notre capacité de suspendre notre incrédulité. En fait, c'est un terme que j'ai vu dans le livre The Test of WCW par Brian Alvarez, où il utilise ce terme-là pour décrire ce que les fans ont besoin pour pouvoir kiffer ce qui se passe. Et ce que la WCW n'a pas toujours entretenu. Il faut que le fan, il suspend son incrédulité. Il sait que le catch c'est faux, mais le moment où il regarde le match, pour lui, c'est comme si c'était vrai. Exactement comme quand on regarde un film, on sait que c'est de la fiction, on sait que ce sont des acteurs, des décors, des trucs. Et quand on regarde, on est dedans, on suspend notre incrédulité, hein, on suspend le fait de savoir que c'est faux pour kiffer la fiction, mais comme si c'était réel, et avoir pour le coup des sentiments et des réactions qui, elles, sont bien réelles. Voilà. Donc j'avais étudié ça en littérature quand j'étais à la fac, puisque ça a été lancé par Coleridge, enfin, le terme a été créé par Coleridge, un auteur, un poète romantique de la fin du XVIIIe, pour l'info. Bref. Et le terme suspension d'incrédulité, j'insiste dessus parce que c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que c'est vraiment le truc pivot dans le catch, puisque c'est le kayfabe qui va conditionner la facilité avec laquelle tu vas suspendre ton incrédulité, et c'est à quel point tu vas réussir à bien suspendre ton incrédulité à fond, que tu sois bien dedans, en fait, qui va décupler ensuite ton kiff, ton plaisir face au catch, ta réaction. J'en veux pour preuve que, quand on est enfant, on croit que le catch c'est vrai. Et mine de rien, c'est l'époque où on a le plus kiffé le catch, a priori, pour beaucoup d'entre nous. De même, quand on est enfant et qu'on met un film d'horreur, on met un DVD ou une cassette, quand j'étais enfant, moi c'était des cassettes. Tu mets la cassette, bon, tu sais que c'est un film que t'as mis, mais au bout de 10 minutes, t'as oublié que c'était un film. Parce que quand t'es enfant, t'es crédule. En fait, c'est même pas une suspension d'incrédulité. À un moment donné, le catch, tu crois que c'est vrai parce que t'es crédule. Et devant le film, tu oublies que c'est un film et tu te pisses dessus tellement t'as peur sur un film d'horreur, tu vois. Enfin, plus ou moins. Voilà. Et après, en grandissant, du coup, on devient incrédule. Donc il faut faire cette petite gymnastique, mais a priori, tout le monde est capable de le faire. Même un chien est capable de le faire, puisque mon chien, moi, quand je joue avec lui à la baballe, eh bien, il me grogne dessus, mais si j'arrête de l'attaquer, il vient me chercher pour que je joue. Donc en fait, quand il grogne, il suspend son incrédulité, enfin bref. Non, mais juste pour dire qu'il faut vraiment être très court pour pas être capable de le faire, que ce soit dit. Voilà, donc là, je m'arrête et je répète juste bien la conclusion où j'en suis, parce qu'après je vais basculer sur du catch vraiment et la situation actuelle, et je vais faire un peu deux, trois trucs un peu critiques. C'est que, donc, la suspension d'incrédulité, le fait d'être capable d'être dedans, vraiment, c'est la clé, qui sera influencée par le kayfabe, qui est donc pas mort. Hein. Il y en a qui disent que le kayfabe c'est mort. Non, le kayfabe il est pas mort. Tant qu'on a un arbitre, tant qu'on a des lutteurs qui font pas style, qui sont dégoûtés avant même de savoir le résultat du match, enfin avant même que l'arbitre compte, et qu'on voit pas qu'ils connaissent le résultat du match en entrant, alors qu'on sait qu'ils le connaissent, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a comme une part du kayfabe qui restera toujours, quoi qu'il arrive. Et même les gens qui regardent le catch hors kayfabe, plus ou moins, les smart, on va les appeler comme ça. Donc, smart, c'est pas trop péjoratif dans mon esprit, c'est vraiment les gens qui regardent le catch pas au premier degré. C'est-à-dire pas in kayfabe, pas comme on regarde un film. Eh bien, ces gens-là, ils ont quand même besoin d'un petit peu de kayfabe. Donc le kayfabe, de toute façon, même pour eux, il est pas mort. Voilà. Qu'est-ce que je disais juste avant? Je sais plus, bref. Voilà. Donc, la suspension d'incrédulité, le fait de pouvoir être dedans, ça va être plus ou moins facilité si le kayfabe est solide. Et si ça se fait bien, ça va permettre de kiffer plus ou moins. Et donc j'en arrive à aujourd'hui où je pense que le kayfabe est mis à mal, il est fragilisé, il est quasiment... Je peux pas dire qu'il est brisé, parce qu'il y a encore, comme je dis, mais il est fragilisé, ou alors il est, si on imagine que c'est une espèce de filtre qu'il y a entre nous et le catch, eh bien on peut imaginer qu'il est de plus en plus diffus et ténu et fin, quoi, vous voyez. Voilà. Alors un exemple que j'ai vécu récemment, enfin récemment, ça fait 2 ans, je crois, un truc comme ça, bref, c'est que moi, face à NXT, maintenant je coupe le son. Et ça fait un moment. C'est-à-dire que je regarde NXT sans le son, parce que le public de NXT, je l'entends, il apparaît, il est là, et dans sa réaction face à ce qui se passe, dans ses chants, dans tout ça, je trouve que ça se ressent qu'ils ne regardent pas le catch au premier degré. Qu'ils attendent un spectacle, une prouesse athlétique, etc. Et qu'ils ne sont pas là pour regarder qui va gagner. Ils ne sont pas au premier degré, quoi. Et ça s'entend. Dans les chants comme Fight All Night, quoi. À un moment donné, Fight All Night, bon, voilà, enfin, devant du sport, tu dirais pas ça. Devant du sport, t'encourages ton poulain, quoi, tu vois. Et c'est pas, ça brise pas le kayfabe. Il y a des chants qui ont brisé le kayfabe. Quand Bray Wyatt est arrivé
et que le public a chanté Husky Harris, ça brise le kayfabe. C'est comme si, je vous dis, c'est exactement comme si un figurant, au lieu d'appeler Han Solo, il l'appelle Harrison Ford. Ou Indiana Jones. C'est pareil, c'est la même connerie, vous voyez. Donc ça brise le kayfabe, mais c'est pas si méchant que ça dans l'esprit, bon bref. Mais ce que je dis là, ça brise pas le kayfabe, c'est juste que ça le fragilise un peu, ça déstabilise, ça gêne, en fait, ma capacité à garder la suspension d'incrédulité. Aussi parce que j'ai pas une bonne capacité d'abstraction, faut bien l'avouer. C'est-à-dire que bon, voilà, j'aurais pu très bien faire abstraction de ça, mais j'ai du mal. Et du coup, quand je coupe le son, je mets de la musique à la place, et là ça va mieux. Là, j'arrive à suivre le match et à rester dedans, en fait. Et donc ça, c'est un exemple très concret, très personnel aussi, il faut bien le dire, mais de moments où cette suspension d'incrédulité, il faut pas non plus la chatouiller, quoi. Ça peut vite partir et gêner. Voilà. Et en fait, le problème, je pense, aujourd'hui, c'est que ce genre de public, alors je sais pas si c'est le public qui influence les fédérations et les lutteurs ou l'inverse. Je dirais quand même que ça a plutôt démarré les fédérations qui ont influencé le public durant l'attitude era, je dirais, mais bon. Je suis pas sûr de mon coup là-dessus. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les deux s'influencent négativement, en tout cas, c'est sûr. C'est que les fédérations, je dirais, essayent de produire un catch qui va plaire aux gens qui ne regardent pas le catch à travers le kayfabe. Ou pas trop. Ou avec un kayfabe très ténu, comme je disais tout à l'heure. Alors, par exemple, ça donne quoi? Ça donne que les lutteurs, ils vont essayer de faire des choses qui sont objectivement, réellement, pour le coup, impressionnantes. C'est-à-dire qu'au lieu de faire en sorte qu'un move lambda assez banal fasse réagir au maximum par le contexte, par comment tu l'as amené et qu'est-ce qui se passe, ils vont essayer de faire un move qui de toute façon est impressionnant quoi que tu fasses, quelle que soit la manière dont tu regardes ça. Donc typiquement, une de mes références, je vais faire une double référence, c'est la chute du haut de la cage du Hell in a Cell, que ce soit celle de Mick Foley en 98 ou celle de Shane McMahon cette année, en 2016. Que tu vois le move à l'intérieur du contexte du match, avec la rivalité, tout ça en tête et tout ça, ou pas, ça se vaut. La réaction face à ce truc-là, ça sera la même. Ça se vaut. Voilà. Alors, et pourtant, j'aime beaucoup Mick Foley. Je sais pas si vous voyez là, j'ai le Mister Soko. Donc j'aime beaucoup Mick Foley. Vous voyez, j'ai sur mon t-shirt. Non mais c'est vrai, c'est vraiment une de mes lutteurs préférés. Mais là-dessus, il a merdé parce qu'il aurait dû dire, je suis prêt à prendre un bump énorme. Faut pas que je le gaspille juste pour le fait de le prendre le bump. Parce que vous voyez le move tout seul, comme ça, isolément, sans rien voir d'autre du match, sans rien voir d'autre de qui c'est Mankind ou quoi, vous voyez tout seul, c'est aussi impressionnant et aussi kiffant, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est kiffant, que de le voir dans le contexte du match, voilà. Alors que si, alors j'ai du mal à imaginer ça avec Mankind, mais voilà, à la limite, si le Mankind plutôt début de run, vous imaginez un Mankind qui pourrit Undertaker tout le temps et qui, moi je pense qu'il faudrait plus un heel, vraiment une pute, genre Hollywood Hogan, vous voyez, vous imaginez Hollywood Hogan, qui a fait des coups de pute à Undertaker, qui fait chier tout le monde depuis 1 an et tout, machin. Et Undertaker qui lui dit, alors c'est sur 2 fédérations, mais vous inventez. Et qui Undertaker qui lui dit, on va se faire une selle, je vais te foutre sur de la cage, je vais te balancer, tu vas voir connard, tu vas crever. Et que le match arrive, il veut le faire, il n'y arrive pas, machin, et puis finalement il arrive à l'attraper par le maillot, et hop là, vas-y, bam, et il le balance. Là, le public, il va trouver ça impressionnant, il va kiffer le fait que c'est un beau bump, entre guillemets, mais il va surtout réagir en se disant, bam, dans ta gueule, connard, voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est très bizarre comme exemple, mais ça décuple le truc, en fait. Donc, et c'est un peu ça qui est négligé, je pense, aujourd'hui. Et Shane McMahon qui tombe en 2016, c'est exactement ça, je veux dire. S'ils savaient qu'il allait prendre ce bump, pourquoi ils n'ont pas construit le match pour faire que ce moment-là soit le climax du match, quoi, le moment où vraiment tout se joue. Parce que là, on a l'impression que ah bah il a raté, ah bah il est tombé à travers la table. Voilà, enfin, je sais pas. Peut-être que c'est que moi, j'ai pas adhéré au match, je sais pas pourquoi, mais honnêtement, alors le problème aussi, c'est que t'as fait pas mal d'années que les mecs font kick-out de tout ce qui leur arrive. Le mec, il peut prendre un coup de sledgehammer, un coup de chaise dans la gueule et tout ce que tu veux, il va se relever. Donc, on peut pas dire au moment où Shane s'élance, on sait que s'il porte le move, le match sera terminé. Il aurait fallu qu'on se dise, s'il réussit, le match sera terminé. Pour que, en le voyant rater, on se dise, bon, un peu plus, il aurait gagné le match. Peut-être encore, ça aurait pu déclencher quelque chose. Mais bon. Donc, il n'y a pas que de la faute du match en lui-même, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que des bumps comme ça doit pas être, faut pas se contenter. Et c'est valable un peu pour tout. C'est-à-dire qu'il y a des matchs où c'est pas des bumps, mais les mecs se disent, on va leur mettre plein la gueule au niveau de la qualité de notre technique, de la fluidité de ring, des moves et tout ça. Et au final, ils font des séquences de moves qui sont très marrantes. Ok, mais il y a rien. Il y a rien d'autre. Donc t'es impressionné, comme tu serais impressionné si tu regardais ça
en disant c'est faux, mais c'est impressionnant, ils sont forts techniquement les mecs. Et c'est tout. Et en fait, cette réaction-là, elle existe, elle est pas complètement pourrie, tu peux trouver ça bien, hein, quand même, comme ça. Mais c'est quand même vachement fade, en fait. C'est ça le truc, c'est hyper fade. Et le mot, enfin, moi, c'est vraiment le mot-clé de l'époque, c'est que toute la qualité de work rate qu'il y a, tous les lutteurs géniaux qu'il y a, je trouve que c'est fade. Et c'est terrible, et c'est fade parce qu'ils passent pas assez par le filtre du kayfabe pour décupler le bordel. Ils utilisent pas le kayfabe, en fait. C'est ça qui est chiant. Ils le chevauchent, ils vont de l'autre côté, voilà. Là, moi, je suis le match, et le kayfabe ici, et ben, ils font hop, tac, voilà. Et ils sautent le kayfabe et ils essaient de faire un truc qui soit impressionnant comme ça. Et c'est le problème, c'est-à-dire qu'une baffe bien foutue au bon moment, avec un bon contexte, ça peut te faire 1000 fois plus réagir qu'un move de porc. Donc, il y a peut-être un truc à travailler là-dessous. Et d'ailleurs, c'est valable pour les films aussi. Je vais prendre quelques scènes de films, je vais pas prendre 40 exemples, j'en prends 3. Des scènes de films où, si vous les voyez complètement décontextualisées, ça peut être relativement agréable à regarder, mais ça va pas vous faire réagir des masses. Contextualiser, c'est une grosse tuerie, vous pouvez pleurer, vous pouvez avoir peur, vous pouvez être là, putain, et tout, voilà. Alors prenons l'exemple, Star Wars encore, Han Solo, qui se fait tuer par son fils dans le dernier Star Wars, vous avez rien vu de Star Wars de votre vie, vous tombez sur cette scène, premier truc que vous voyez, vous n'avez même pas vu le début du film, vous tombez là-dessus, bam, première scène, je pense que vous voyez bien qu'il se passe un truc, dites ok, mais ça vous fait un peu ni chaud ni froid. Vous avez vu normalement tous les Star Wars du 4 jusqu'à celui-ci, parce qu'avant Han Solo n'est pas là, on s'en fout, vous êtes attaché à Han Solo, vous avez compris la relation entre Han Solo et Chewbacca, etc. Et donc vous voyez Chewbacca qui regarde ça, vous vous mettez à sa place, etc. Et quand il se fait tuer, t'es là, oh putain le bâtard, et puis en même temps t'es triste, et puis voilà. Tu ressens quelque chose. Après moi j'avais été voir au cinéma, j'avais entendu des gens, là, wow, tu vois, enfin voilà, c'était cool quoi. Et ça serait pas aussi cool si tu le regardes à distance en te disant, oh la scène est bien tournée et tout. Même si t'as vu le film avant, tu peux être à distance, tu peux être hors kayfabe si t'as envie. Et t'es là, ah c'est mal monté, il y a un faux raccord là, machin, on s'en fout quoi, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui regardent le catch comme ça maintenant. Ils sont là un peu à distance, or qu'ils ont pas le kayfabe, donc ils sont à distance. Parce que le kayfabe, c'est ce qui te fait être dedans. Donc à un moment donné, si t'as pas le kayfabe, t'es à distance. Et du coup, ça ne les empêche pas de kiffer un certain nombre de choses, mais ils passent à côté. Encore un exemple dans les films, peut-être encore plus net, un film que j'aime beaucoup, Lost in Translation. Il y a une scène où il y a Bill Murray et Scarlett Johansson, c'est à la fin du film. Ils sont dans un ascenseur. Je sais plus s'il monte ou il descend l'ascenseur, je crois qu'il descend. Je crois que c'est quand il s'en va, Bill Murray, bref. Donc il descend et ils se parlent pas. Ils se regardent plus, ils sont là, machin, ils sont là. Bon, si t'as jamais vu rien du film, tu tombes là-dessus, point. T'as rien vu d'avant, t'as rien vu de l'après, tu connais rien, juste tu regardes cette scène. Et ben pour toi, c'est deux pélos dans un ascenseur qui se regardent et qui font rien. Si t'as vu le reste du film, tu comprends qu'en fait, ils aimeraient bien qu'il se passe quelque chose entre les deux, il y a de l'amour qui est dans l'air, mais ils sont tous les deux timides, ils osent pas, machin, ils attendent que l'autre fasse le premier pas, machin. Ça peut éventuellement faire écho à des situations que t'as vécues dans ta vraie vie, je pense, il y a des chances. Et donc, cette scène-là, tout d'un coup, elle est vachement bien. Et voilà, je peux en citer des milliards d'exemples comme ça. En fait, c'est mon troisième exemple, c'était Interstellar. Quand McConaughey pleure en voyant les images de ses enfants, si tu comprends pas que c'est ses enfants et que ça fait 40 ans qu'ils sont écoulés en pas longtemps pour lui, etc., tu le vois pleurer, t'es éventuellement ému, mais tu seras beaucoup plus ému, à mon sens, tu seras même à même de pleurer toi aussi, si tu comprends le contexte et que tu te mets dedans et que tu vis le truc en te disant ah putain, c'est horrible pour lui. Alors que si tu regardes le truc, tu dis ah, il joue bien le con. T'es à côté de la blague, quoi. T'as raté le film, enfin la scène en tout cas, clairement. Vous voyez? Et ben pour le 4, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont à côté de la plaque. C'est pas qu'ils aiment pas ce qu'ils regardent, parce qu'ils chantent This is awesome, ces gens-là, hein, c'est un peu les mêmes en général. Ils chantent This is awesome, mais ce qu'ils appellent awesome, à mon sens, c'est beaucoup plus fade que ce qu'un Marc va trouver awesome parce qu'il va la popper comme un fou et qu'il s'est pissé dessus à un moment donné. Et surtout, c'est pas la même chose. Sur la scène d'Han Solo qui se fait tuer, il dirait, ou la scène de McConaughey qui pleure, là, ou quoi, il dirait This is awesome. Mais pas parce qu'ils kiffent, ou pas parce qu'ils sont tristes, ils sont censés être tristes, donc ils sont pas censés dire This is awesome, je suis triste. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va rien dire. C'est génial, je suis triste. Hein. Mais il dirait This is awesome dans le sens, la scène est bien foutue. C'est bien fait, votre truc, là. Voilà. Avec la scène de McConaughey qui pleure dans Interstellar, il serait là, This is awesome. Mais oui, mais arrête de dire This is awesome, et regarde la scène, tu vas pleurer. Voilà. Enfin, vous voyez, j'ai l'impression qu'ils sont à côté du truc. Ou à distance, ou je sais pas comment dire ça, ils sont pas dedans. Et moi, ça me saoule de les entendre. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais le problème, c'est que ça influence le produit de l'époque, à mon sens. Ou c'est l'inverse, je sais pas bien. Et il y a un problème quelque part, en tout cas. Voilà. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, oui, c'est vrai, pour les films, je suis d'accord avec toi, mais pour le catch, je suis pas trop, je te suis pas. Alors, j'ai pris l'exemple du Hell in a Cell avec Hollywood Hogan qui se ferait balancer, ça marche, a priori. Prenons un autre exemple. Austin versus Bret Hart WrestleMania 13. Ils se mettent que des coups de poing et des coups de pied pendant un moment du match.
c'est pas très spectaculaire à voir des coups de poing et des coups de pied. Mais ça marche parce que tu sens la haine entre les deux, qui est liée au contexte, etc. Et que quand après Bret Hart coince Austin dans le sharpshooter, ça marche aussi. C'est pas juste Austin 3 minutes dans le sharpshooter. Si c'est ça que tu vois, c'est que t'as rien compris. C'est Austin qui essaie de s'en sortir et t'es censé être là, putain, vas-y. Même quand t'as vu le match 10 fois, t'es encore en train d'avoir cette espèce de sensation de frustration que le mec, tu voudrais qu'il s'en sorte et il n'y arrive pas, etc. Bret Hart, dans son livre, d'ailleurs, dans son autobiographie, il explique qu'il a eu l'idée de faire ça à la fin, pour faire le face turn de Austin. Il s'est inspiré d'une scène du film Vol au-dessus d'un nid de coucou, où il y a Jack Nicholson, je crois, qui essaye de sortir il essaie de sortir de l'asile, de s'échapper, il essaye de péter un barreau de la salle de bain, ou je sais plus ce qu'il fait, et il n'y arrive pas, il se fait mal, et il gueule et tout. Et toi, t'as envie qu'il y arrive, tu vois, parce que tu l'aimes bien. Et le fait qu'il y arrive pas, ça te fait peut-être plus réagir encore que s'il y arrivait, il se merci, quoi. Et Austin, c'est ça. Et ça, c'est un moment où, c'est quand même un des plus grands moments de l'histoire du catch, un mark time énorme, potentiel. Et il marche que si t'es in kayfabe, parce que si t'es hors kayfabe, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un connard qui est dans le sharpshooter pendant 3 minutes. Et c'est pas très intéressant. Alors, mais c'est marrant, il saigne, ah oui, il y a du sang, machin. Alors c'est graphique, et du coup, les gens ils vont dire c'est joli. C'est pas le but. C'est pas ça. C'est pas que c'est joli, c'est que ça te prend normalement. Enfin, j'espère. Voilà. D'ailleurs, petite digression, mais j'ai pensé à ça tout à l'heure aussi. C'est pareil, moi je serais lutteur, j'entendrais la foule chanter This is awesome, je me dirais putain les cons. Parce que je me dirais, ok, ils apprécient ce que je fais, mais ils kiffent pas. C'est exactement, ça va être bizarre, je vous le dis tout de suite, cette comparaison elle est un peu obscure. Mais c'est exactement comme si vous êtes au lit avec une fille, et que vous préférez quoi? Vous préférez une fille qui vous dit This is awesome, ou c'est génial à la limite, ou une fille qui fait un cri orgasmique qui vous permet de comprendre qu'elle a effectivement trouvé ça génial. Eh ben, moi je préfère la deuxième version. Non seulement parce que t'es sûr, je dis pas que les fans de NXT simulent, hein, attention, mais parce que, au final, le fait d'avoir l'idée de se dire This is awesome, c'est qu'il y a quelque chose d'analytique dedans. Tu dis, je constate que c'est vachement bien. Et putain, si t'es en train de constater que c'est vachement bien, c'est que t'as le temps de te dire que c'est, enfin, tu le vis pas, le truc, automatiquement. Et ça m'étonne pas, parce que je vous dis, ils sont à distance et ils sont analytiques. Et c'est, voilà. Bon, après, je voulais développer surtout le fait que ça influence le catch d'aujourd'hui. Et que, alors, je vais continuer quand même. Donc ça influence le catch d'aujourd'hui, je pense. Vous mettez à la place d'un lutteur dans le ring, vous entendez, vous sentez que le public ne regarde pas le truc au premier degré, automatiquement, vous n'allez pas essayer de jouer sur ce premier degré, là, sur ce kayfabe, pour les faire réagir. Parce que vous sentez bien qu'ils y sont pas trop. Donc, voilà, c'est un peu un cercle vicieux où les deux s'influencent négativement. Je sais pas qui a commencé, et je pense, si je devais choisir, que ce serait sûrement les fédérations pour l'attitude d'Ira. Mais bon, je sais pas. Ou la ICW, peut-être, je sais pas. Bref, si vous avez une théorie là-dessus, je vous écoute. Juste, ouais, pour finir, peut-être vous diriez, mais on pourrait très bien avoir les deux, à un moment donné. Et peut-être qu'un fan, d'ailleurs, peut faire les deux. Alors qu'un fan peut jongler de l'un à l'autre, c'est-à-dire il regarde ça au premier degré, puis pas au premier degré, etc. D'accord. Peut-être. Ceci dit, j'y crois pas trop dans le sens où... Enfin, si c'est possible, parce que moi je le fais. Des fois j'ai capable de dire le move était super beau. Mais je pense que si on a l'habitude de regarder au premier degré, on se rend compte qu'on kiffe beaucoup plus au premier degré et on regarde que au premier degré. Ou presque. Parce que c'est beaucoup plus kiffant. Alors, à un moment donné, il n'y a pas à chier, c'est toujours beaucoup plus marrant quand tu regardes le truc en étant dedans. Donc, j'ai du mal à vraiment croire ça. Même si, voilà, ça n'empêche pas de se rendre compte. Moi, quand un match était bien, je reviens et après je me demande qu'est-ce qui m'a fait réagir, pourquoi j'ai kiffé. Et c'est là que je reviens et que je vois, tiens, ça s'était bien fait, et ils ont fait ci, ça. Mais pendant que je le regarde, quoi. Enfin, bref. L'autre truc, c'est qu'on pourrait se dire, une fédération aujourd'hui, la WWE, peut-être essayer de faire cohabiter les deux. C'est-à-dire faire un produit qui soit kiffant pour les gens qui regardent hors kayfabe, avec des moves spectaculaires et tout ça, des trucs qui sont objectivement et réellement impressionnants. Et quelque chose qui se tiendrait in kayfabe et qui pourrait être excitant pour les gens in kayfabe. Le problème, en fait, c'est que je pense que ces deux choses-là ne peuvent pas cohabiter. Parce que, à partir du moment où on décide d'essayer d'impressionner les gens par les moves, on va en faire beaucoup. Beaucoup de moves, et on va en faire beaucoup, dans le sens, on va essayer de faire des moves de fou. Voilà. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, on va, je sais pas si le mot existe, on va affadir, on va enlever le goût, on va diminuer l'intérêt, l'impact du move tout seul. Quand on a de la quantité, par exemple plein de kicks, typiquement Daniel Bryan qui envoie 40 kicks dans la gueule du gars, à un moment donné, si le mec, il faut lui mettre 40 kicks pour que ça lui fasse mal, au premier kick, je veux pas être trop dedans, quoi, automatiquement. Ça rend les moves plus fades. Et typiquement, Jake the Snake le disait dans une shoot interview que j'ai vue, Lex Luger, il disait, je sais pas pourquoi, lui, quand il fait une clothesline, il faut toujours qu'il en fasse 5.
Donc il en fait une, l'autre se relève, il en refait une autre, l'autre se relève, l'autre... Et là, mais pourquoi il en fait 5? S'il en faisait une qui marcherait, ça aurait plus d'impact. Et c'est vrai, quoi. Et donc, en fait, la logique de l'époque de vouloir impressionner par la quantité de moves et la performance athlético-technique et machin, eh ben, ça va au détriment du plaisir du marque qui regarde au premier degré et qui, du coup, peut pas marquer sur chaque move parce qu'un move est devenu un grain de sable, en fait. C'est trop insignifiant. Quand tu vois que les mecs, ils peuvent prendre des coups de chaise dans la gueule, tomber du haut d'une cage et machin, et éventuellement continuer, bon, non sans mal, ceci dit, hein, le haut de la cage, mais pour d'autres moves, voilà. Eh ben, un move tout con, genre un big boot ou une clothesline, je m'en fous, quoi. Ça l'a complètement affadi, le move. Je sais pas si le mot existe, mais vous avez compris ce que j'avais. Ça l'a rendu fade. Ça l'a rendu assez insignifiant. Et donc, je pense que les deux peuvent pas cohabiter. Et je pense que ça explique bien des choses sur le fait que le catch aujourd'hui est à son minimum de popularité dans le monde. Il n'y a jamais eu aussi peu de gens alors, depuis les années 50, quand même, il faudrait que je précise. Parce que en 1750, je pense que les gens n'aimaient pas le catch. Ça n'existait pas. Bref. Mais depuis les années 50, le catch n'a jamais été aussi peu populaire à travers le monde. C'est un fait. Parce qu'avant, il y avait du catch dans tous les pays, en Europe et tout ça. Les gens, les salles étaient plus remplies. Enfin bref, c'était... Et je pense que ça vient peut-être de là. Parce que finalement, la majorité des gens, ils veulent de la fiction. On en a partout autour de nous. Les films, les séries, les livres, enfin voilà, il y en a partout. Donc, je sais pas. Ça serait une explication. Et puis c'est d'autant plus con, je vais finir avec ça. C'est d'autant plus con de faire un produit qui repose sur quelque chose qui est réel, c'est-à-dire la performance athlétique réelle, la qualité des moves, la performance des moves, l'exécution des moves réellement, quand aujourd'hui on a un équivalent réel où il y a une compétition athlétique, technique, sportive qui s'appelle l'UFC, où les compétences réelles vont leur permettre de gagner des matchs. C'est-à-dire que le résultat du match correspond directement à leur capacité technique ou athlétique. C'est encore plus con, ils devraient renforcer le côté fiction. C'est ce que l'UFC envie au catch. Ils essaient de créer de la fiction, les mecs de l'UFC ils font semblant de se détester, mais en fait ils s'en foutent, ils veulent juste faire de l'argent. Et on le sait au final, au fond de nous, on s'en doute, quoi. Mais dans le doute, on va regarder quand même. C'est un peu ça l'esprit, je trouve. Voilà, donc c'est très con, en fait, ils accentuent le point sur lequel ils sont plus ou moins en difficulté vis-à-vis de notre produit. Est-ce que c'est pas par complexe qu'ils le font? Est-ce que c'est par défaut parce qu'ils voient bien que le public va par là? Je sais pas. Je sais pas d'où est l'origine, c'est un constat que je fais. Et c'est pour moi le principal problème du catch d'aujourd'hui, c'est que ça rend le catch relativement fade, alors que, objectivement, quand on se regarde ça de loin, on se dit, mais c'est pas mal pourtant ce qu'ils font. Et pourquoi ça me fait pas vibrer? Vous avez la réponse, j'espère maintenant. Peut-être que vous l'aviez déjà, il y a des chances, mais voilà. Je sais pas si quelqu'un l'avait déjà dit comme ça en vidéo. En tout cas, moi j'ai essayé de le faire le mieux possible. Vous me direz ce que vous en pensez. À la prochaine avec l'année 93 à la WWF, ça va être cool aussi ça. À bientôt.